Bon, bah, notre prochain intervenant est aussi notre ultime intervenant. Et tu as d'abord été passionné de bio, puis de bioinfo, puis d'info. Et tu fais partie de l'équipe multiplateforme. Tu vas nous parler de Flutter et de Cleanarchy. Et tu t'appelles Guillaume Camanès. Alors bravo. Allez, un petit... Faut se donner un peu de... Eh ben, salut à tous. Comme je viens de dire, je m'appelle Guillaume Camanès. Je travaille chez Mobiapps depuis 2022. J'ai commencé développeur mobile en 2019 après une reconversion. Avant, je faisais de la bioinfo. Je suis totalement orienté cross-platform et je suis fan de Lego. Et ça va se voir un tout petit peu. Donc déjà, pour vous situer les choses, je vais vous faire un petit historique de Mobiapps et de Flutter. Donc ça a commencé en 2019. Le framework commençait à bien ressortir dans les recherches, etc. C'était plutôt cool. Donc ils ont décidé de faire des petits POC pour valider les performances et les possibilités offertes par Flutter. Et en 2020, il y a eu un premier jeu qui a été développé par notre ami Simon d'ailleurs, qui mixait Flutter et un moteur graphique en 3D avec du paiement in-app et de la connexion au service Apple et Google. Donc première app assez complexe et bien challengeante. Et l'expérience a été plutôt cool. Vraiment, les retours étaient positifs, l'expérience bonne et ça donne envie de continuer. Du coup, ils ont continué. Ils ont eu un autre projet en mode saisie de constat pour les métiers de l'art. Les challenges, c'était offline first. Il y avait une base de données qui était conséquente et il y avait beaucoup d'échanges de données avec le serveur, du genre des images, des choses assez lourdes. Et c'était un peu plus complexe. Et comme je dis, il y avait beaucoup de règles métiers. Il fallait toujours gérer les données qu'on avait en local et les données qui étaient distantes, gérer les conflits, etc. pardon. Les data sources multiples et en interconnexion, donc la partie locale et la partie distante, tout le temps à vérifier que ce soit OK. Première expérience de Cleanarchy inspirée de projets Android. Donc on a essayé de capitaliser sur l'expérience précédente sur des socles solides. Plusieurs devs, pas toujours en même temps, et là il y a commencé à avoir des petites difficultés. Mais on lâche rien, comme je dis, nouveau projet, une application d'assistant pour la réservation de jets privés, un autre univers. Ils ont repris le socle précédent avec Clean Architecture, ils ont utilisé GraphQL, c'était la petite nouveauté sur le projet. C'était un projet court, mais ça s'est bien passé, et il y a eu l'occasion d'améliorer un peu le socle, voir les pratiques, etc. Le but, c'était quand même de faire toujours mieux. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive en 2022 et je rejoins l'équipe mobile cross-platform de Mobiapps. Mes premières actions, c'était d'explorer les projets qu'il y avait eu avant, voir ce qui avait été traversé, etc. en termes d'expérience. Et le but, c'était d'échanger et de voir ce qu'eux avaient traversé, ce que moi j'avais traversé dans mes expériences précédentes. Et là-dessus, on s'est dit, on se fixe un objectif. Il y avait déjà des notions de clean architecture. Et on s'est dit, on va consolider et on va vraiment faire un pas vers l'avenir. On veut monter un socle qui soit solide et qui nous permette de faciliter le démarrage des projets, faciliter le développement et améliorer les pratiques. On avait vraiment ces trois objectifs-là qui étaient en première ligne. Donc maintenant, ça fait plusieurs minutes que je vous parle de clean architecture, mais ça se trouve, vous ne savez pas ce que c'est, ou ça se trouve, oui. Dans tous les cas, je vais vous présenter un petit peu. Je ne sais pas si je vous le présente, donc Bob. Pour nous, c'est une légende. Robert Sid-Martin. Il a commencé avec la notion de clean code, et le but, c'était de mettre en avant des bonnes pratiques en programmation orientée objet. Là-dessus, pour faciliter un peu les choses et se rappeler des principes qui étaient les plus importants, il y a l'acronyme SOLID qui est sorti pour rendre du code compréhensible, flexible et maintenable. C'est vraiment le fer de lance de ces principes. Le premier, Single Responsibility, très important. En gros, on veut qu'un bout de code ait une responsabilité qui soit la plus petite possible et la plus précise. On n'a pas envie que, je sais pas,
un module qui gère la navigation se mette à gérer un data source. Ça n'a aucun sens. Le but, c'est de dire chacun sa responsabilité. On a la partie open closed. On a envie que, en gros, les classes soient non modifiables, mais qu'elles puissent être étendues. Par exemple, on a une classe véhicule, elle a des méthodes, mais on peut aussi créer une classe voiture qui implémente les mêmes. En gros, c'est un sous-type et avec des méthodes en plus. Donc on ne veut pas pouvoir modifier, mais on veut pouvoir étendre. La substitution de Liskov, c'est juste de dire que en gros, on veut que les classes puissent être étendues, mais elles doivent respecter quand même les méthodes du parent. Au pire, ajouter du comportement, mais toujours respecter en gros les méthodes du parent. L'interface ségrégation, bah, c'est le principe en gros de dire qu'on a des interfaces qui ont des buts bien précis, on veut les garder les plus petites possibles avec une responsabilité qui leur est vraiment dédiée. Quand on a des interfaces qui sont très grandes, c'est-à-dire que le sujet qui est traité est vraiment gros, on peut splitter. C'est obligé qu'on peut splitter. Et la dépendance d'inversion, en fait, c'est une façon de créer des interfaces et de dépendre de ces interfaces, et pas de l'implémentation. Ça permet de retirer de la dépendance entre les fichiers, et c'est plus facile à maintenir. Donc ça, c'est pour les principes. Et la clean architecture, en elle-même, elle vise quoi? Elle vise à rendre le code testable. Ça, c'est super important. On veut créer de l'indépendance avec lui. Donc lui ne doit pas avoir un impact sur le code qui est plus profond. Indépendance vis-à-vis des data sources. On n'a pas envie que les data sources soient vraiment un point bloquant dans le développement. On peut avoir envie de changer de data source. On peut passer d'un data source local à un data source distant. Ça, c'est super important. Et l'indépendance vis-à-vis des frameworks et des librairies. En gros, le but, c'est de ne pas rendre une librairie critique pour un projet. Elle doit pouvoir être remplacée. Donc le code doit être écrit en fonction. Et comme vous l'avez vu, le mot à retenir, il n'y en a qu'un seul, c'est indépendance. On veut retirer de la dépendance entre nos fichiers. C'est super important comme notion. Là, je vous assomme avec un graphe. Ça va bien se passer. Là, c'est pour vous parler des couches. En gros, ce que l'oncle Bob dit, c'est que le cœur de notre projet, c'est le plus important. C'est là où on va voir notre couche métier. C'est ce qui doit bouger le moins possible. Et ce qui doit dépendre de rien d'autre que de lui-même. Et à chaque fois qu'on descend une couche, là, vous voyez, on a les entités. Donc ça va être ce qui va être renvoyé par le bac, par exemple. C'est ce qui va être constituant de nos règles métiers. Les use cases, ça va être ce qui les utilise ou ce qui les renvoie. En gros, nos use cases dépendent directement des entités. Ouais, j'ai touché. J'avais dit que je le ferais pas. Le principe, c'est de dire que chaque couche a un rôle qui lui est propre. Et plus on est au milieu, moins on dépend de choses. Plus on est à l'extérieur, plus on dépend de choses. C'est le principe que si je retire cette couche-là, elle existe, il n'y a aucun problème. Je peux remplacer cette couche sans problème. Si je remplace tout ça, c'est OK aussi. Si je remplace tout ça, c'est OK aussi. Le but, c'est de dire que plus la couche est loin, plus elle a de dépendance avec ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'on peut retenir de ça, c'est vraiment dire les dépendances du code source ne peuvent pointer que vers l'intérieur. Donc c'est ce que je viens de vous dire. Un cercle intérieur ne peut pas avoir de connaissances sur un cercle extérieur. Par exemple, les entités n'ont aucune idée de ce qui se passe dans les use cases, encore moins dans les présenteurs contrôleurs et encore moins dans la couche extérieure. Et un cercle intérieur ne peut pas être impacté par un changement dans un cercle extérieur. Par exemple, si j'ai un changement côté UI, mes use cases, ils ne bougent pas. Ça, c'est pour les principes. Après, si on va un tout petit peu plus loin, là, vous voyez, on a nos 4 couches, les entités, les use cases, les contrôleurs et tout ce qui est UI, base de données, etc. Plus on est profond dans le cercle, moins on va bouger souvent. Et plus on est dans les couches extérieures, plus on va bouger. C'est ça le but, c'est de dire que on a un corps, on veut qu'il bouge le moins possible. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'est ce qui va bouger beaucoup. On va beaucoup plus souvent modifier notre UI parce que, je sais pas, une US a changé, on veut qu'il y ait 3 boutons au lieu de 2. Pour autant, ça va pas bouger. En gros, c'est un peu le principe. Je fais une toute petite parenthèse, parce que je parlais d'UI, etc., de lien entre les use cases et l'UI.
Nous, on a choisi d'utiliser les blocs. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Nous, on utilise ça, on n'est pas pro-bloc, on sait qu'il y a d'autres solutions, il n'y a aucun problème. Notre bloc, lui, ce qu'il va faire, c'est ça va être notre lien entre lui et nos datas. En gros, le pattern, il est simple. Notre UI dit, je veux récupérer de la data. Le bloc dit, OK, je fais la requête qui correspond. Je reçois la requête, je réponds à mon bloc, et j'envoie un nouvel état à mon UI qui est à l'écoute et qui se met à jour. En gros, c'est ça qui fait notre state management. Et pour faire un peu plus concret, imaginons qu'on a un bloc, data block, qui a pour rôle de charger et de stocker une donnée qui va être utilisée par notre UI. On a une méthode getData et on a 4 états possibles pour notre bloc. Un état initial, où il n'y a pas eu d'appel encore, un état loading, un état loaded, un état error. En gros, on a 4 états très simples. On va avoir notre UI qui fait appel à la méthode getData. Notre bloc qui est dans l'état initial, il va émettre un état loading. Ici, lui, il réagit. OK, j'affiche un loader, je fais quelque chose pour dire à l'utilisateur que je suis en train de travailler. Quand j'ai réussi, je passe en état loaded et lui affiche la data. Sinon, j'ai une erreur et lui affiche l'erreur. C'est un pattern super simple, on pourra en reparler si vous voulez. OK, là je vous ai dit la théorie. Maintenant, on va un peu voir comment nous on a implémenté les choses. Donc, on a séparé les choses en 3 couches. Je vais vous les présenter une par une. La première, c'est la couche présentation. C'est vraiment tout ce qui va être côté UI et contrôleur. Et pour nous, nos contrôleurs, ce sera les blocs. Imaginons, on fait une demande à notre bloc, il va faire du travail, et il va répondre à lui. Déjà, cette couche en elle-même, elle existe. C'est pas difficile à comprendre. Ensuite, on a la couche domaine. Là, on va rentrer dans la couche métier. Là, on va mettre les règles métiers qui sont importantes. Notre bloc, il va faire l'appel à un use case bien précis. Notre use case, il va interroger une interface pour dire donne-moi cette donnée. Par exemple, on pourrait dire mon use case, il va chercher mes datas que je cherchais tout à l'heure. Ensuite, avec une extension, on a une implémentation du repository qui va faire appel au bon data source. Évidemment, là, le use case, il dépend de l'interface. Au final, au runtime, il y aura une instance qui implémente l'interface. Et le repository dépend directement d'une interface de data source. Au runtime, on aura une instance de data source directement. Le travail est fait, on répond au repository, qui redonne l'info au use case, qui redonne l'info au bloc, et qui met à jour lui. Ça, c'est le principe où on a séparé en 3 couches. Et au final, on peut couper n'importe où. Par exemple, là, si on coupe là et là, nos use cases sont OK. Au final, on a nos repositories qui sont là. On peut changer tout le reste. Et notre corps, il est inchangé. Aucun impact. Qu'on change l'UI, qu'on change notre système de contrôleur ou qu'on change notre data source. Aucun changement pour cette couche-là. C'est ça qui est super important. Après, l'impact sur notre code. Sur le principe, on s'est dit, OK, il y a toujours une partie générale à l'application. Il y a des abstracts qui vont être implémentés un peu partout. Il y a des widgets qui sont genre les text fields, des choses comme ça qui sont très communs. On va la mettre dans la partie core. Et après, on va identifier ce qu'on appelle une fonctionnalité ou une feature. En général, une feature, ça va être un écran. Genre une page de login, on va faire une feature login. Une page inscription, on va faire une feature inscription, etc. À partir du moment où on a ça, on va mettre tout notre projet et toutes nos features vont être organisées de cette façon-là. On a une couche data avec le data source model repository. On a une couche domaine entity repository use case. Et on a une couche présentation, bloc, page et widget. En gros, le principe c'est de dire, à chaque fois que j'ouvre une feature, je sais que je vais trouver ça. Si je dois toucher au data source d'une feature, je sais où le trouver directement. Aller à la couche UI, c'est direct aussi. Et pareil pour les use cases. Le back change demain, on change l'entité et on change toutes les dépendances après. Parce que là, pour le coup, on touche au corps. C'est normal qu'il y ait un impact un peu plus important. Et là,
Je vais plus vous parler de notre retour d'expérience. Ça a été fait sur 4 projets en tout. Il y en a 2 qui étaient liés à des habitats domotisés, un qui était à destination des clients directement, et une qui était à destination des pros, où ils faisaient l'installation des équipements pour les clients, etc. On a eu une application de gestion d'événements, et on a aussi eu une application de streaming, où on pouvait avoir accès à du contenu live, film ou série. Et sur cette partie-là, on a eu plusieurs profils. Alors ça a été assez diversifié. On avait du confirmé qui avait touché ou non la CleanArchi. On avait des juniors qui avaient déjà fait du Flutter, des juniors qui n'en avaient pas fait. On a eu un peu des profils assez différents. Et du coup, on s'est dit, ok, maintenant ça fait un moment qu'on en fait. On a plusieurs projets en cours. On a plein de devs qui font de la CleanArchi. Et ben, on va juste leur demander, c'est quoi votre avis, quoi? C'est quoi votre ressenti? Comment vous vous sentez avec tout ça? Donc on a posé des questions super simples. La première c'était est-ce que c'est simple d'arriver sur un projet avec la CleanArchi? Tout simplement. Et on s'est rendu compte que c'était pas si mal accueilli. Au final, là je vous dis, je vous ai présenté rapidement, il y a quand même des règles qui sont un peu complexes, etc. Une arborescence qui peut être très velue quand on arrive. Au final, ça a été plutôt bien accueilli. Après, ça fait un peu comme ça, vous allez voir. On leur a demandé est-ce que vous avez compris l'organisation du projet de prime abord. Là, on voit tout de suite, ça n'a pas été si facile que ça. Mais ça allait encore. Et après, la question, est-ce que vous avez compris le rôle de chaque couche? Donc là, on a eu la couche présentation, domaine et data. Et là, c'est pas fou. On sentait qu'il y avait un peu de mou et qu'il y avait du travail à faire sur l'explication. Une fois qu'on a eu ça, ce qu'on s'est dit, on a posé des questions un peu semi-ouvertes en gros, et on s'est dit, on va juste leur dire c'est quoi les points positifs pour vous, c'est quoi les points négatifs, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. On a ouvert vachement le dialogue. On l'a fait sur un formulaire, comme ça chacun pouvait prendre son temps. Et pas être en live, des fois on oublie des infos, c'est plus simple de prendre le temps. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit. Et les points positifs d'abord, une question qu'on s'est posée, c'est est-ce que ça a un vrai impact? Donc on met des choses en place, on met des bonnes pratiques, on sépare bien notre code, on élimine des dépendances, etc. Est-ce que ça a un impact positif sur la réussite des projets? Et pour le coup, c'est ce qui est le plus ressorti dans ce qu'ont dit les gens, et c'était quand même cool parce que nous on a travaillé dans ce sens-là. C'était quand même assez appréciable que ça sorte en premier. Et le démarrage des projets plus rapide. Forcément, quand on se pose plus de questions sur l'archi, ou quand on s'en pose beaucoup moins, c'est vachement plus simple. Il n'y a pas, au pire on choisit le plugin de navigation, au pire on choisit le state management, mais ça ne change pas drastiquement. Donc c'était plutôt cool de voir ça comme point positif. Un point positif, moi, que j'avais avancé à l'époque, mais j'avais pas de j'avais pas de preuve en gros que ça allait fonctionner, c'est le passage d'un projet à l'autre plus facile. Pour le coup, les projets que je vous ai présentés juste avant, où on avait de la domotique, donc on avait une partie client et une partie pro pour l'installation, on a des devs qui sont passés de l'un à l'autre, et en fait, il y a la même archi. Il y a vraiment la même archi, il y en a qui ont vu la première, d'autres qui ont vu que la deuxième, d'autres qui ont vu les deux. Et au final, c'est ça qui est ressorti. Le fait de ne plus avoir de questions à se poser, ok, il y a du code existant, je dois modifier une feature que je ne connais pas, je sais comment elle est construite rien qu'en la regardant, je sais où est le bug, je sais où je dois rajouter la feature, etc. Du coup, c'est ça qui est ressorti, on était plutôt contents. La montée en compétences en Flutter, autre point positif, comme le code est, en tout cas on essaye de le remplir de bonnes pratiques pour que les jeunes devs ou les moins jeunes devs en gros s'améliorent et pensent les choses on va dire en mode équipe et pas juste je fais mon code pour moi et j'avance et en fait je veux que ce soit pour tout le monde. Au final tout le monde y gagne et c'est quand même assez cool de mettre ça en avant. Forcément, meilleure organisation du code et des fonctionnalités, comme je disais, on s'y retrouve mieux. C'est plus facile de rentrer dans le code, même si au début, s'il y a 15 features, il faut regarder les 15 features et ça peut faire un peu peur, mais au bout d'un moment, on est vachement plus à l'aise.
Le code plus facile à débugger, ça c'est un lien direct avec le fait qu'on retire des dépendances entre les couches. Chaque élément des couches a une responsabilité qui lui est propre. C'est-à-dire que si on a un problème dans la gestion d'erreurs, il y a un endroit où on fait la gestion d'erreurs. Si on a un problème de retour de data source, on va regarder dans le data source. Si c'est notre use case qui intègre mal une règle métier, on va regarder dans le use case qui est concerné, etc. Si on doit toucher l'UI, on touche que l'UI. Tout le reste n'a pas vocation à être touché. Pour tous ceux qui lisent des PR, ça c'est le must, hein, de ne pas avoir 15 fichiers modifiés parce que le code est mal organisé, c'est quand même assez cool. La maintenance et l'évolution, ça aussi ça coule un peu de source avec tout ce que je viens de dire. Forcément, on fait des frappes chirurgicales. Des fois, il faut qu'on fasse des gros changements, mais des fois, on a juste besoin de faire un tout petit fixe à un endroit. Et ça, c'est quand même assez cool. Et le dernier point, ultra important, facilité d'intégrer des tests. Alors, soit pour faire du TU, soit pour faire du TDD, etc. On l'a fait une fois qu'on a notre feature montée qui va du bloc, nous on a nos blocs, mais on va dire le contrôleur, jusqu'au data source. On peut tester chaque couche indépendamment les unes des autres. Ça veut dire qu'on est capable de dire, ok, mon data source, il va chercher son client HTTP, etc. On moque le client HTTP, on fait le test de notre data source, on regarde s'il réagit bien. Ensuite, on passe au repository, on moque notre data source. Vu qu'on, vous voyez les règles où on fait des extensions, etc. Au final, notre mock, il rentre directement avec notre repository quand on le construit. Et on peut lui dire, quand tu fais ce comportement-là, rends-moi ça, etc. Donc on peut tester tous les tests. Les tests sont faciles à écrire, etc. Donc on peut directement faire une feature et les TU en live. Ou du TDD pour ceux qui aiment se faire du mal, mais on devrait tous le faire. Donc voilà, super point positif. Ça, j'aime bien le mettre en avant, même si on le fait pas assez souvent. Au moins, on sait qu'on a une archi. Si demain, notre client nous dit « on veut du TU », on peut répondre. Et ça, quand même, c'est un sacré point positif. Mais, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc forcément, il n'y a pas que des points positifs. Mais vous allez voir, ça va quand même. Comme je dis, quand on arrive sur le projet, surtout un projet qui a vécu un petit peu, il y a plein de features, le dossier core, il va y avoir plein de choses dedans, etc. Quand on arrive, ça peut faire peur. Moi, je l'ai vécu, la première fois que j'ai vu un projet en CleanArchi, j'ai dit pourquoi il y a autant de fichiers, pourquoi il y a des abstracts de partout, je comprends pas, etc. J'avais pas connaissance de toutes les règles que je vous ai présentées ici. Mais plus on apprend à l'utiliser, plus on sait à quoi ça sert. Mais au début, on se prend un petit mur, quoi. Il faut un petit temps d'adaptation, ça vient pas tout seul. Le deuxième point, il est pour nous, clairement, hein, parce qu'on a beau avoir construit, fait des efforts pour avoir une CleanArchi propre, on a besoin de la documenter et on a besoin de dire ce qu'il y a dedans. Et le truc qui a été super bien quand on a fait ce retour avec les équipes, etc., il y a une des couches qu'on n'arrivait pas à défendre en termes de... comment dire ? On n'arrivait pas à vraiment décrire son rôle et à convaincre les gens, c'est utile. Et en fait, dans notre façon de penser les use cases, on leur avait donné un rôle de passe-plat. En gros, notre use case, il était là pour être interrogé par notre contrôleur et aller chercher le bon repository. Et c'était le repository qui faisait la gestion d'erreurs, etc. Donc il y avait des règles métiers déjà dans le repository, etc. Et en fait, on nous disait, moi j'ai envie d'appeler le repository, quoi. Pourquoi faire passer un use case alors que j'en ai pas besoin, puisqu'il fait juste passe-plat. Sachant que pour avoir écrit des tests de use case qui fonctionnaient comme ça, c'est le même que le repository. Donc l'intérêt a été un peu minime. Et en reprenant nos concepts, etc., on s'est dit qu'en fait, la responsabilité du repo, qui est normalement là juste pour appeler le bon data source, transformer la data qui est reçue en entité, en gros, et le transmettre au use case, qui lui, potentiellement, peut faire appel à plusieurs repositories, et c'est là qu'il faut faire la gestion d'erreurs. Donc ça nous a permis de nous remettre un peu en question, et de dire, voilà, si on a du mal à l'expliquer, c'est qu'il y a une raison. Donc on a revu notre version, et c'était pas plus mal. Au final, c'est un point négatif qui est positif. Et enfin, pour finir, on s'est rendu compte que même si on explique aux nouveaux développeurs l'intérêt de notre CleanArchi, etc., il faut quand même les accompagner.
On peut pas dire bah vas-y dev travaille et puis quand tu as un problème tu viens nous voir. Ça c'est aussi quelque chose de notre côté, on n'a pas pris assez le temps de le faire et là-dessus on doit s'améliorer. Un truc qui peut être un peu frustrant pour les devs qui soient anciens ou pas, c'est que quand on arrive sur la Cleanarchy, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et ça peut ralentir au tout début du dev. En gros, on a envie d'aller vite, etc. Il y en a qui dev, je sais pas, ils dev rapidement pour voir si ça marche et après ils font propre. Bah, là, ça fonctionne pas trop. Il vaut mieux faire propre direct. Et ça peut en frustrer certains, même si à terme c'est pour la bonne cause. Et le dernier point négatif qu'on a un peu, relevé aussi, c'est que l'arrivée sur la Cleanarchy, par exemple pour les juniors qui commencent en Flutter, etc., qui n'ont pas d'expérience significative en termes de dev, en termes d'architecture, etc., ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Alors que normalement, ils sont censés se focus sur dev des choses, faire des écrans, faire une feature simple, etc. Et ils sont censés rajouter du code qui n'a pas beaucoup d'impact, etc. Ils doivent quand même se taper toutes ces couches de pourquoi elles sont là, je sais pas où chercher les choses, etc. Et au final, il faut qu'on le prenne en compte. Donc j'ai mis un peu tout ça ensemble où on sait maintenant qu'on doit faire l'effort. Nous, on doit documenter les choses, même si on l'a un peu fait, on l'a pas du tout assez fait. Un README dans un projet, ça suffit pas. Il faut faire de la TOC accessible en interne et la rendre accessible à tous les devs qui arrivent. C'est super important, on le sait, et on va y travailler. Mais de manière générale, c'est que des choses qu'on peut améliorer. C'est pas des problèmes liés à la Cleanarchy, c'est plus à nous de faire un effort pour qu'on soit meilleur à ce niveau-là. Pour conclure, l'expérience elle est bonne. On en est au point où on n'a pas envie de quitter la Cleanarchy. Pour nous, c'est un peu une bonne chose à faire. Je dis pas meilleure, parce que je sais qu'il y a d'autres archis, il y a d'autres façons de faire qui sont très bonnes, etc. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la Cleanarchy, ça nous a permis d'atteindre ce qu'on voulait atteindre. On voulait une structure de projet solide qui peut évoluer, qui est stable, qui est scalable, etc. C'est pas parce qu'on a 78 features que le projet est en bordel ou qui marche moins bien, etc. On l'a testé, on a les autres projets que je vous ai présentés au tout début dans l'historique, ils ont quand même de la Cleanarchy et même si elle n'est pas super bien implémentée, on n'a quand même pas eu de problème pour les maintenir et les faire évoluer. Ceux d'après, encore mieux. Donc au final, on est ravis et on continue dans cette voie. Et je vous conseille vivement, ou en tout cas si ça vous intéresse, d'aller voir. Il y a vraiment beaucoup d'articles de gens qui se sont posés des questions, qui se sont dit ok, qu'est-ce que ça veut dire? À une époque, c'était les softwares sur machine, etc. Est-ce que c'est encore valable sur mobile? Il y a beaucoup de règles qui sont bonnes à intégrer dans notre code et notre façon de coder, même si on ne fait pas de la Cleanarchy. Le côté suppression des dépendances, etc. Là, je vous ai montré, on a 3 couches. Dans le dessin, je vous ai montré, il y avait 4 couches. Il n'y a pas de règle pour dire il faut 3 ou 4 couches. C'est vraiment, chacun prend l'expérience et fait ce qu'il veut avec. En tout cas, ça fait partie des archis qui sont vendus comme solides et qui font des projets scalables, etc., faciles à maintenir, faciles à tester, etc. Et c'est vrai. C'est ça Je m'arrêterai là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Merci Guillaume. J'insiste toujours avec ça. Dans l'app, il y a de quoi donner son feedback pour les speakers. C'est hyper précieux, faites-le. C'est de l'or. Et une fois que vous l'aurez fait, on peut prendre les questions. Ah oui, carrément. Si vous voulez boire, faites-le. C'est ça que tu aurais dû dire. Buvez si vous voulez. J'ai une petite question parce que je vois toujours dans le package domaine, on a les entités, dans le package data, on a les modèles. Mais par exemple, si on veut créer des modèles juste pour la présentation, c'est-à-dire avec la couleur, des coordonnées offset, comment on peut faire? Est-ce qu'on crée un dossier modèles dans présentation ou on le crée directement dans le domaine entité? Si tu es vraiment dans ton UI et que tu sortiras pas de ton UI, est-ce que tu as besoin de créer quelque chose pour utiliser ça? Je sais pas. Après, si c'est quelque chose que tu utilises à, on va dire, une dimension plus globale, tu peux créer une entité.
Pour le coup, le modèle, il est vraiment là pour récupérer l'info, construire quelque chose qui va permettre de construire une entité qui sera compréhensible par ton application et ton métier. J'aimerais revenir sur ce que tu as dit sur les use cases. Ouais. Parce qu'à partir du moment où tu te remettais en question sur en fait, leur réel rôle, je me suis posé la même question, mais j'ai pas eu de réponse personnellement parce que au final, donc dans mon cas, j'ai trouvé un peu inutile parce que, comme tu as dit, les implémentations faisaient la même chose. Du coup, j'ai pas trop compris comment tu as trouvé la solution à cette question-là. Bah, en fait, nous, à la base, quand on a créé notre CleanArchi, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas regardé le sens des choses. On s'est pas dit, c'est quoi la définition, quoi. C'est bête, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Et au final, on s'est dit, on doit bien faire comme ça, et ça tient la route. Et on a loupé des étapes. En fait, pour le coup, ce que je te montrais tout à l'heure, où tu avais le cercle, les entités et les use cases, en fait, c'est cette partie qui doit porter la plus grosse responsabilité. En fait, c'est là où tu vas avoir tes règles métiers, où par exemple, tu vas avoir je te dis n'importe quoi, une feature où tu vas devoir récupérer une donnée. Si tu as tel résultat, tu fais appel à autre chose qui doit te donner une donnée, etc. Et en fait, ça va être la somme de tout ça qui va te donner la réponse qui sera nécessaire à lui pour se construire. On va dire ça. Au final, c'est à ton use case de porter la responsabilité de dire je construis toutes les étapes et je renvoie la donnée. C'est pas à ton repository. Enfin, du coup, si tu as plusieurs étapes, tu vas avoir plusieurs repositories. Eux, ils vont juste avoir l'objectif de taper le bon data source et de, en gros, transmettre l'erreur s'il y en a une. Et je sais pas si tu fais de l'agile ou quoi, mais si dans ton US, on te dit, si tu as tel cas, tu fais ci, si tu as tel cas, tu fais ça, ça va être dans ton use case. Ce qui est bien avec le use case aussi, il faut bien se dire, c'est que tu définis une suite d'actions qui va provoquer un résultat que tu vas donner à ton UI ou non. Mais ton use case, tu vas l'utiliser à un endroit de ton application, mais tu peux aussi l'utiliser ailleurs. Ton use case, il va aussi être là pour dire j'ai un use case qui fait un truc bien précis. Quand je veux faire ce truc bien précis, je fais appel à ce use case uniquement. Si jamais tu as un autre cas où tu dois faire une étape en plus, tu fais un autre use case. Parce que tu auras une autre façon de gérer les choses, etc. Peut-être que tu auras un appel en moins, un appel en plus, 4 en plus, ou tu vois. C'est à ça qui va servir ton use case. Le but, c'est de rendre unique une action et qu'il soit accessible de partout. Okay. J'ai juste une petite dernière question. C'est par rapport au fait, à toute l'architecture CleanArchi là. À partir du moment où ça devient vraiment énorme, et je sais qu'en ce qui concerne l'archi, ça s'adapte en fonction du contexte. Il faut juste garder l'idée, les règles, des principes en tête. Est-ce qu'il y a des patterns pour aider à faire ça? Parce que moi, quand j'ai voulu le mettre en place, heureusement qu'il y avait des schémas comme celui que tu as montré. Mais est-ce qu'il y a des patterns pour pouvoir un peu simplifier si on est sur un projet relativement simple? Tu veux dire des plugins qui permettent de... Des plugins ou alors des patterns, comme je dis, parce que la structure de projet que tu as implémenté là, comme par hasard, j'ai exactement la même. Ah oui, on n'a rien inventé. Hein. Ouais. C'est vraiment... ça sort pas du... Non, on n'est pas des génies à ce niveau-là. C'est vraiment... On s'est documenté, on a vu que c'était porté et tout. Il n'y a pas tellement de magie, en fait. Au pire, ce qui peut être fait, c'est de dire... je sais pas, tu te fais une commande batch, j'en sais rien, qui te crée une feature, tu fais, je sais pas, newfeature.sh et ça te crée l'arborescence à la limite, mais il n'y a pas de... Après, tu as tout plein de plugins qui te permettent de générer tes classes, genre toutes les méthodes, from JSON, etc. Et tu as moyen, mais au final, c'est quand même toi qui vas devoir faire ta gestion d'erreurs au bon endroit, etc. Je pense pas en plus, il n'y a pas une façon de voir la CleanArchi. Comme tu vois, on a la même Arbo, mais il y en a d'autres qui l'ont différemment. Il y en a qui ne vont pas découper en features, qui vont faire une couche data, domaine, présentation à la racine du lib de Flutter. Chacun fait comme il veut. Merci. Moi, alors, merci pour le talk. Déjà, c'était intéressant. Moi, j'avais une question par rapport justement à au fait de pouvoir réutiliser certaines parties. Typiquement, vous avez séparé en features et après, vous avez mis les différentes couches. Mais par exemple, si je prends l'exemple d'une feature login, où je vais utiliser, par exemple, une entité user, etc. Et peut-être que j'aurai une autre feature potentiellement qui sera plus profile, où je vais vouloir afficher ce user-là. Je vais
potentiellement réutiliser un petit peu les mêmes composants, type repository, etc. Mais ce sera quand même dans 2 dossiers différents. Donc j'aurai un peu de duplication de code, ou vous autorisez le fait que mes différents dossiers features soient dépendants les uns des autres dans certains cas. Dans le meilleur des cas, on ne veut pas que nos features soient dépendantes les unes des autres. En général, quand on va se rendre compte qu'une partie est, on va dire, commune à plein de features, on va l'extraire et on va le mettre dans le corps. En gros, il y a plein de widgets qui sont comme ça, genre les text fields, les boutons, les machins, les clients HTTP qu'on crée, etc. Ils n'ont pas vocation à être dans les features, ils vont être utilisés par les features. Mais ça va être la dépendance au niveau du data source, donc c'est pas très grave. Mais par exemple, si tu as une feature qui est liée au login, par exemple, ton data source, il va être, c'était la première règle au final, ou single responsibility, il va avoir des méthodes liées au login uniquement. Ta partie profil, elle va avoir des méthodes liées à la récupération du profil, à la modification du profil, etc. uniquement. Tu vois, au final, ça fait deux choses séparées. À partir du moment où tu as envie de mettre dans un data source, par exemple, je récupère le user, je récupère le profil, je sais pas, je récupère autre chose, etc., c'est que tu commences déjà à éclater le principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas modifier quelque chose, par exemple, pour la page profil, ça va impacter la feature login, on va dire. Enfin, moi, je vois l'APR, je dis pourquoi ce fichier est modifié pourquoi tu l'as pas mis ailleurs. Le but, ça a aussi cette vocation-là, c'est se dire que quand tu écris quelque chose, tu sais pourquoi tu l'écris. Et quand tu commences à faire ça, au final, tu as moins d'impact sur ce qui ne doit pas être impacté. Et pour le coup, pour avoir vu des PR où tu as un code où tu es obligé de tout expand pour voir, purée, mais il y avait quoi avant, pourquoi il rajoute ça là, pourquoi il a retiré ça, et ça, tu vois, c'est difficile à lire. Alors que là, en fait, ça va être, quand tu vas rajouter un data source, ça va être très chirurgical. Quand tu vas rajouter un repository, ça va être très chirurgical. Même une méthode, tu vas la rajouter ou en modifier une, ça va être très chirurgical. Et sur la lecture, et même pour la compréhension de celui qui va lire ta PR, c'est de l'or en barre. Donc il faut faire gaffe à ce que tu écris et que ça ait du sens. Après, tu peux te faire challenger si tu as écrit quelque chose qui avait du sens pour toi, mais qu'au moment où la personne le relit, il dit peut-être que tu pourrais le mettre ailleurs ou que tu pourrais le nommer autrement, ça peut être aussi ça, tu vois. Et en le nommant autrement, ça peut se dire ouais, finalement, tu as raison, ça peut être ailleurs. Tu vois, ça lance aussi le débat. La cleanarchy, c'est pas une personne qui l'impose aux autres. Le but, c'est que tout le monde y croit, tout le monde la respecte et qu'elle soit, en gros, maintenue par tout le monde. C'est un peu ça, nous, l'ADN qu'on essaye de mettre à tout le monde. Et en vrai, ça marche parce que tout le monde est impliqué. Et au final, la qualité de ton code pour le prochain, c'est cool. C'est aussi ça qu'on essaye de mettre en avant avec cette pratique-là. J'allais poser la même question, mais juste pour essayer de mieux comprendre. Par exemple, surtout pour les modèles, tu as un modèle user, il va être utilisé dans plein de features. C'est impossible que ton modèle user soit utilisé que pour le login. Si tu veux envoyer un message, si tu veux... donc dans plein de features, ton modèle user, il va être utilisé. Donc c'est lui que tu sors ? En vrai, pas forcément. À partir du moment où tes features sont extrêmement liées, t'as pas vocation à les extraire pour que ça fonctionne pour un autre projet. C'est pas non plus grave. J'avoue que nous, on n'est pas en mode, on va dire, nazi, parce que je trouve pas d'autres mots, mais... en fait, il y a vraiment des principes qui sont super importants. Rien que dans la construction de la feature, à partir du moment où tu respectes tous les principes et que ta feature est claire et qu'elle est bien découpée, que chaque chose a son rôle, etc., et que n'importe qui peut te relire, c'est OK. Après, à partir du moment où tu fais une feature qui est core à ton application, c'est pas grave, on va dire. On n'a pas trouvé de solution pour ça, ou alors il faudrait dire c'est dans le corps, et puis c'est accessible à tout le monde et on peut l'extraire, quoi. Okay. C'est un choix après. Comme je dis, il n'y a pas de façon unique de faire. Un peu de flexibilité, c'est pas trop mal non plus. J'aimerais juste revenir sur ce qu'il a dit. Est-ce que la solution, ce serait pas peut-être de redéfinir comment est-ce que les features sont créées? S'il y a plusieurs features qui sont supposées partager la même entité, si on les englobe dans une structure
géante où on respecte du coup la logique de domaine et tout. Pour le coup, j'ai un exemple. Là, je disais tout à l'heure, j'ai travaillé sur une appli de streaming vidéo, séries, etc. Et l'entité primordiale de l'appli, c'est l'entité content. Au final, on va avoir un nom de contenu, on va avoir une date de release, une URL pour une image, l'URL pour le trailer, etc. Et au final, on a créé une feature pour ça. Et on a une feature où dedans, on n'a pas de page dédiée, parce que la feature n'a pas besoin de créer une page, mais par contre, on a la tuile du contenu en fonction du type de ce que c'est, etc. On a des data sources qui sont liées à la récupération de contenu, soit je sais pas, un contenu précis ou une liste de contenus parce qu'on veut une recherche par exemple, ou on veut les contenus qui sont liés à un autre contenu par exemple. On a fait une feature que pour ça. Et en fait, elle est tellement présente dans l'application, oui, tout dépend de cette feature-là. Mais c'est par ça qu'on a commencé. Et si qu'on la mette dans le dossier feature ou qu'on la mette dans le core, au final, ça change rien. Parce que tout dépend de cette chose-là. Au moins, ce qu'on s'est dit, c'est on a un truc qui touche à du contenu. Par exemple, le back nous sort une nouvelle méthode qui permet de récupérer un contenu ou le nouveau contenu de la semaine, par exemple, j'en sais rien, tout ce qui peut être inventé. On a juste à le mettre dedans et créer le bon use case, et n'importe quelle feature qui a besoin, on le rend dispo, quoi. Okay. C'est pas parce que dans la feature tu peux pas mettre d'écran par exemple, ou même pas de widget, hein. Au final on aurait pu mettre nos widgets dans le core parce qu'ils sont utilisés partout, dans les rails, etc. Ça aurait pu être mis ailleurs, la partie UI. On aurait pu mettre que de l'entité et de la data, quoi. En fait, il faut vraiment voir ça comme quelque chose de flexible. En fait, nous, ce qu'on s'est fixé, que ce soit chez le client pour lequel je bosse ou les projets où on travaille en interne, on s'est dit, tant que ce qu'on fait a du sens et qu'on peut le défendre, c'est OK. À partir du moment où on ne peut plus le défendre et qu'il y a 3-4 personnes qui nous disent, non, hein, c'est comme, on ravale notre ego et en fait, on va dans le sens du groupe, quoi. Tout en respectant les... Toute façon, sinon, ça ne sert plus à rien. Dernière question. Ouais. Du coup, j'avais une petite dernière question un peu pour séparer de ça. On va dire que dans le data, du coup, on va toujours mapper des DTO pour des entités. Est-ce qu'il s'est recommandé de créer du coup un dossier mappers ou pas? Parce qu'à chaque fois, je vois, ça fait un peu de débat cette question-là. Et du coup, j'ai jamais la réponse. En fait, on va dire qu'on se met en mode table ronde. Ça dépend. En vrai, il y a deux écoles. Par exemple, moi, là, les 3 derniers projets où j'étais, le bac était top. Genre 0 reproche. C'est-à-dire que de base, on avait notre couche data qui dépendait de la couche domaine, juste parce que notre modèle qu'on recevait du bac extendait direct notre entité. Tu vois, donc pas besoin de mapper. Parce que c'était déjà propre. Et au final, il nous rendait déjà la donnée exactement comme on allait l'utiliser. Parce qu'il pour le coup, il maîtrise la chaîne de A à Z. Donc tu vois, dans ce cas-là, pas besoin de mapper. On a eu d'autres cas où ça marche pas. Parce que la data que tu reçois est potentiellement dégueulasse ou pas utilisable, ou tu as plein de traitements à faire. Donc tu la récupères telle quelle avec un modèle, et après tu fais un mapper. Si tu n'as pas envie de créer de dépendance, tu crées un mapper et puis terminé, quoi. Merci beaucoup, Guillaume. Je vous en prie. Je vais rappeler.